Perdu au fond des bois, la nuit est tombée. Je me suis abrité dans un buisson en attendant d'avoir une meilleure idée. J'ai bien essayé de faire un feu, mais l'air est beaucoup trop humide. Entre les arbres, des silhouettes semblent bouger dans le noir. Il est temps que je me déplace, je crois. Des silhouettes dans l'obscurité, ça me rappelle plusieurs choses. Pour essayer de me changer les idées, je vais vous raconter tout ce que je sais sur les peuples des ombres du royaume de Zelda et même au-delà. Bonjour, ou plutôt bonsoir, enfilez votre cagoule Garou et prenez votre monocle de vérité, car des montagnes au village, de la mer au sous-bois, bienvenue dans ce nouveau récit de voyage d'Hyrule et au-delà. Comme énoncé dans les 2 épisodes précédents, Hyrule est opposé à différents mondes, dont beaucoup ignorent l'existence. Le plus connu, Termina, monde parallèle de The Legend of Zelda Majora's Mask. Nous avons déjà abordé la théorie expliquant que ce lieu représente le deuil sous toutes ses facettes. Tout à l'est de la croix que représente le pays se trouve la vallée d'Ikana. Sécheresse, désolation, abandon, ici, tout n'est que mort. C'est pour cela que cette région de Termina représenterait à merveille l'acceptation dans le deuil, l'acceptation de la mort. Tous les habitants de la région d'Ikana sont de réels morts-vivants et ils en ont pleinement conscience. Squelettes, fantômes et momies se partagent les lieux. Un peu plus loin, il nous est possible de trouver les vestiges du château d'Ikana, où vivait un peuple visiblement disparu. Cependant, Link peut encore s'adresser à leur forme spectrale. De ce que l'on en voit, ils menaient une guerre contre le peuple Garou. Les Garou sont des ninjas de l'ombre dont le visage nous est inconnu. D'ailleurs, quand Link en combat un et le vainc, celui-ci se donne littéralement la mort. Pour plusieurs théoriciens, les Garou seraient le peuple créateur du masque de Majora. Tout ce que l'on sait de cet objet, c'est qu'il a été fabriqué par un peuple dangereux et qu'il sème mort et destruction sur son passage. Tout au bout de la zone apparaît la forteresse de pierre. Cette grande tour contribue à la théorie de l'acceptation dans le deuil. En effet, dernier donjon du jeu, il marque la dualité entre le paradis et l'enfer. La tour de la forteresse menant jusqu'aux cieux, Link se voit obligé de la retourner. Elle mène désormais jusqu'aux entrailles de la terre. D'ailleurs, petite anecdote sur cette forteresse morbide, dans un hall de celle-ci, on peut trouver 4 monstres nommés des effrois placés en carré. Si Link les approche, équipés de la cagoule Garou, ceux-ci se mettront à danser. Autre monde parallèle à Hyrule, de la même manière que Termina, la réalité du roi des mers de The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Là-bas s'y trouvent l'île des morts et l'île des ruines. Ces 2 habitats paraissent avoir été ceux d'une civilisation éteinte, les Kayas. On ne sait pas grand-chose d'eux, si ce n'est qu'ils possédaient un roi. Peut-être que ce n'était pas une civilisation comme les autres. Effectivement, même après leur disparition, ils apparaissent encore à Link sous forme de fantômes et expliquent posséder des dons de voyance. On ne saura en revanche rien de plus sur le peuple des Kayas. Comment évoquer les ténèbres et les mondes parallèles sans parler de The Legend of Zelda A Link to the Past? Une grande partie de cette histoire se déroule dans le monde des ténèbres. Ce monde était anciennement la Terre d'Or, désormais rongée par la noirceur de Ganon et transformée en un véritable royaume du mal. Chaque région d'Hyrule retrouve son équivalent dans le monde des ténèbres, qui devient alors un véritable reflet maléfique du royaume. En parlant de cela, ce monde fonctionne quasiment de la même manière que l'Horul, royaume sombre parallèle à Hyrule, visible dans The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Beaucoup pensent que le monde des ténèbres de Link to the Past et l'Horul de Link Between Worlds sont le même monde. En effet, les 2 pays sont extrêmement similaires et représentent tous 2 Hyrule en version maléfique.
et beaucoup de leurs thèmes musicaux sont extrêmement identiques. Une différence à noter cependant, dans A Link to the Past, les habitants du monde de la lumière qui atterrissent dans le monde des ténèbres se transforment en un monstre représentant la noirceur de leur âme. Link, lui, prend d'ailleurs l'apparence d'un petit lapin rose, alors qu'à Lorule, les habitants sont des êtres humains. Comme à Hyrule, Lorule est une monarchie dirigée par Hilda, alter ego lorulien de Zelda. Cette princesse, se faisant au début passer pour une véritable alliée pour Link, est en fait une traîtresse. Et oui, la Triforce de Lorule n'existe plus, et Hilda est prête à tout mettre en œuvre pour voler celle d'Hyrule. Pour cela, elle s'allie à Yuga, Yuga qui signifie d'ailleurs peinture à huile en japonais. On sait que Hilda est le reflet de Zelda en maléfique, mais il est supposé que Yuga soit le reflet lorulien de Ganon. En effet, selon cette théorie, puisque la Triforce de Lorule a disparu, les alter-ego des 3 représentants de celle-ci en ont perdu les vertus. Par exemple, Zelda représente la Triforce de la sagesse. Sa représentante lorulienne, Hilda, n'est pas sage du tout. Elle s'énerve, elle trahit, elle vole, etc. Lavio, lui, est l'alter-ego lorulien de Link, apparaissant au début comme un petit lapin violet, encore une référence à A Link to the Past. Link étant le représentant de la Triforce du courage, Lavio n'est, quant à lui, absolument pas courageux, il est même plutôt vénal et paresseux. Et donc, pour en revenir à Yuga, il serait l'alter ego lorulien de Ganon. Ce dernier représentant la Triforce de la Force, Yuga n'est quant à lui pas réellement très puissant. Il est même plutôt faible contrairement à ce qu'il souhaite nous faire croire. Aussi, Yuga a toute l'apparence d'un homme Gerudo, rappelant évidemment la forme humaine de Ganon, Ganondorf. J'arrive au bout de mes forces. Je marche dans la forêt depuis tout à l'heure, mais là, il fait beaucoup trop froid pour continuer. Les silhouettes entre les arbres semblent toujours être là. La seule solution qui s'offre à moi, c'est cette espèce de grotte sordide. Je vais devoir m'aventurer dedans, j'ai pas vraiment le choix de toute façon. Dark Link, aussi appelé Link maléfique ou Link noir, il est une copie conforme de Link, à la différence qu'il est son ennemi. Il souhaite le tuer. Tout de noir vêtu, ses yeux s'illuminent d'une couleur rouge sang. Il nous apparaît pour la première fois dans The Legend of Zelda The Adventure of Link. Ici, il est une véritable ombre de Link qu'il faut vaincre pour obtenir la Triforce du courage. Il est le boss final du jeu, démontrant certainement son importance. D'ailleurs, peu de joueurs le savent, mais ici, Dark Link copie tout de Link, même son nombre de cœurs. Il représente alors le dépassement de soi, le fait de se vaincre, d'être encore plus fort que soi-même. Chronologiquement parlant, la première fois qu'il apparaît, c'est dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Dans cette histoire, il n'est qu'un mini-boss, présent dans le Temple de l'eau. Cependant, plusieurs choses semblent étranges. La salle dans laquelle Link le combat semble hors de l'espace et du temps. Il est physiquement impossible qu'elle se trouve au sein du Temple de l'eau. Aucune limite, rien. Dans cette salle, il n'y a rien, à part une porte d'entrée, une porte de sortie scellée et un arbre mort entre les deux. On peut par ailleurs remarquer que Dark Link est en fait ici le reflet de Link qui prend vie. Au moment où le héros passe devant l'arbre mort, son reflet arrête de le suivre et attend son alter ego au pied de celui-ci. Juste après, un combat à mort se lance. Au début de celui-ci, Dark Link reste semblable à un reflet, transparent. Mais au fur et à mesure que Link lui assène des coups, son corps devient de plus en plus noir et ses yeux de plus en plus rouges. Lorsque Link noir est vaincu, il traverse le sol et la salle se transforme en pièce basique du temple. Aucune explication ne nous sera jamais donnée dans l'histoire. Pour beaucoup, ce combat est la preuve que Dark Link serait une réincarnation de l'avatar du néant de The Legend of Zelda Skyward Sword. En effet, les lieux d'affrontement sont extrêmement similaires. Un endroit en dehors de l'espace et du temps
où seul Link et son adversaire se trouvent pour se battre sur une fine couche d'eau. Ceci expliquerait alors pourquoi Dark Link possède une épée de légende noire, et pourquoi il est un ennemi aussi redoutable. Il serait tout simplement ce qu'il reste de l'âme de l'avatar du néant, réanimé par sa soif de vengeance. Qui qu'il soit, Dark Link est un personnage très récurrent. Il apparaît dans The Legend of Zelda Fourth Sword Adventure, dans les deux Oracle of Ages et Oracle of Seasons, dans The Legend of Zelda Spirit Tracks, ou encore dans A Link Between Worlds. Et il est même utilisé dans une vision de l'Esprit de la Lumière, l'Anel, dans The Legend of Zelda Twilight Princess. Son rôle reste toujours le même, un être redoutable et mystérieux, semblable à Link en tout point, mais apparaissant simplement pour tenter de lui donner la mort. Une tunique en son effigie est également trouvable dans The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ici, ces vêtements sont conçus par Kilton, passionné de monstres en tout genre. Même lui nous dit en avoir peur. Pour concevoir cette tenue, il s'est représenté, je cite, « un monstre enfanté par les ténèbres ». Également, si Link porte cette tunique noire en entier, tous les personnages qui l'approchera de trop près auront peur de lui. Mais alors, qui est-il ? Qui est ce personnage dont personne ne parle, mais dont tout le monde a peur ? Serait-ce véritablement l'âme de l'avatar du néant, revenu pour se venger ? Serait-ce un être entièrement créé par les déesses pour mettre le héros de la légende à l'épreuve, comme certains l'affirment ? Ou serait-ce le membre d'un peuple des ombres, assoiffé de mort et de désolation, comme l'expliquent d'autres ? Probablement que nous n'aurons jamais la réponse à cette question, mais que Dark Link reste à tout instant dans l'ombre de Link, attendant le bon moment pour retenter sa chance et essayer une fois de plus de le faire disparaître à tout jamais. Ces histoires ne sont pas des plus rassurantes en fait. Bien que cette grotte me coupe du froid, je me sens observé. C'est comme si quelqu'un me fixait dans l'ombre. Là. Juste là. Le peuple de l'ombre par excellence dans les jeux Zelda, les Sheikah. On apprend dans Skyward Sword que ceux-ci étaient là dès le début. Ils font partie des tout premiers peuples d'Hyrule. Impa en est d'ailleurs l'une d'entre eux. Celle-ci arbore leur symbole, un œil avec 3 triangles au-dessus, versant une larme. On sait d'eux qu'ils sont les protecteurs de la déesse Hylia, et qu'ils deviendront plus tard les protecteurs de la famille royale d'Hyrule. Par exemple, dans Ocarina of Time, Impa est la nourrice et la protectrice de la princesse Zelda. Celle-ci s'éveillera également en tant que sage de l'ombre. Dans ce jeu, les Sheikah sont cependant quasi absents. En effet, à part Impa, il n'y en a plus du tout. Sheik sera aussi présent lorsque Link est adulte, mais il se révélera plus tard être Zelda en personne, déguisé magiquement pour échapper à Ganondorf. Ce qu'on sait du peuple Sheikah, c'est qu'ils possédaient la peau claire, des oreilles pointues, des yeux rouges, qu'ils sont associés à l'ombre et à la couleur violette, et qu'ils semblaient capables de maîtriser une certaine magie. Grâce à cela, certains ont théorisé que plusieurs personnages connus de la série Zelda sont des Sheikah, sans qu'on ne nous le dise directement. Parmi eux, dans The Legend of Zelda The Minish Cap, on retrouve Vaati, le mage du vent. Bien qu'on nous explique qu'il est en fait un Minish, plusieurs s'accordent à dire qu'il a utilisé sa magie noire pour se faire passer comme tel. Un argument de taille est la forme que prend Vaati dans son combat final contre Link. Un œil géant. Dans A Link to the Past, Aghanim est lui aussi un bon candidat pour être un membre du clan des Sheikah. En plus de rassembler toutes les caractéristiques citées précédemment, il arbore lui aussi un œil sur sa veste. Et, avant de les trahir, il était, comme Impa, le protecteur de la famille royale d'Hyrule. Un autre personnage, possiblement Sheikah, Trokmar, que l'on retrouve dans Spirit Tracks. Tout comme Aghanim et Vaati, il réunit beaucoup de caractéristiques Sheikah.
bras droit du premier ministre d'Hyrule, il se révélera très vite être du côté du mal. Cependant, vers la fin de l'histoire, il se fait trahir par son mentor, et Dame Gicelle lui révélera qu'il est un sage Lokomo, tout comme elle. Plusieurs s'accordent à dire que les Lokomos sont les descendants des sages d'Ocarina of Time, et donc que Trokmar est le descendant d'Impa. Aussi, on peut noter en tant qu'argument que le thème de Trokmar et de Sheik se ressemblent tout de même beaucoup. Et enfin, bien qu'il n'y ait pas vraiment d'argument pour eux deux, on retrouve dans Oracle of Ages et Oracle of Seasons, Veyran et Onox. Bien qu'ils n'appartiennent possiblement pas au peuple des Sheikah, ils se devaient d'être cités puisqu'ils portent respectivement les titres de Sorcière des Ombres et de Général des Ténèbres. Personnellement, j'angoisse de plus en plus. Le silence de ce lieu est terriblement pesant. Et je suis sûr qu'il me regarde. Je vous jure qu'il me regarde. Dans Breath of the Wild, les Sheikah n'ont jamais été aussi présents. En fait, ils sont plus que un pour une fois. Le village de Cocorico est l'endroit où ils vivent. D'ailleurs, anecdote assez sympathique, tous les Sheikah de Breath of the Wild portent un nom rappelant un fruit ou un légume. Pour n'en citer que quelques-uns, Tyron pour le potiron, Ambroise pour la framboise, Voca pour l'avocat ou encore Paya pour la papaye. Le village de Cocorico est un lieu très pacifiste dirigé par leur chef Impa. On y retrouve une boutique de vêtements, une boutique de flèches, une boutique d'ingrédients et même une auberge. Deux cultivateurs Sheikah se fâchent du matin jusqu'au soir pour savoir qui de la carotte ou de la citrouille est le légume emblématique du village. Autour de Cocorico, on retrouve la plaine de Sahasla, rappelant Sahasrara de Link to the Past, le lac Hayat, référence à Taya de Majora's Mask, ou encore la chaîne de Bonoru et les hauteurs de pierre, qui sont deux épouvantails parlants d'Ocarina of Time. On peut remarquer aussi que le matin, quand le soleil n'est pas encore levé, la petite Coconoa, dont le nom rappelle la noix de coco évidemment, se rend au cimetière à côté du village pour y pleurer sa défunte mère. En effet, on apprend par son père que celle-ci s'est faite assassiner par le gang des Yigia. Les Yigia sont des traîtres Sheikah qui ont prêté allégeance à Ganon. Ceux-ci deviennent donc les ennemis de Link et reprennent le symbole Sheikah inversé. Maîtres dans le déguisement, ils possèdent leur propre base, dirigée par le chef des Yigia, Koga. D'ailleurs, Koga et Yigia Ryu étaient deux écoles japonaises de ninja ayant réellement existé dans l'histoire. En plus des Sheikah de base et du gang des Yigia, le peuple de l'ombre est présent sous la forme de moines momifiés depuis 10 000 ans et présent dans les 120 sanctuaires Sheikah disséminés un peu partout dans le royaume d'Hyrule. Il est amusant de remarquer que la quasi-totalité des moines Sheikah ont un nom qui est en fait l'anagramme d'une personne ayant travaillé sur le jeu Breath of the Wild. À titre d'exemple, le tout premier moine rencontré est Maonu, rappelant le nom du directeur des jeux Zelda, Aonuma. Il me reste un tout dernier peuple des ombres à aborder avec vous, et après, je vous jure que je me sauve. Dans Twilight Princess, on découvre l'existence d'un monde parallèle à celui d'Hyrule. Oui, encore un. Le monde des ombres, royaume du crépuscule. On apprend par l'esprit de la lumière Lanel qu'autrefois, dans des temps immémoriaux, de sombres intrus ont tenté d'user et d'abuser de leur magie noire pour pénétrer dans le saint royaume et prendre le contrôle du pouvoir des déesses. Ces dernières les ont alors bannies à tout jamais, dans un monde privé de lumière, le monde des ombres. On apprend un peu plus tard que ce peuple banni a eu une descendance et s'est approprié ce monde des ombres afin d'en bâtir leur propre royaume, qui se fait appeler le royaume du crépuscule. En effet, il existe un point de passage trouvable dans la tour du jugement du désert Gerudo, le miroir des ombres,
porte entre monde de la lumière et monde des ombres. Dans l'histoire de Twilight Princess, Midona, princesse du crépuscule, reçoit une malédiction lancée par Xanto, usurpateur se faisant passer pour le nouveau roi des ombres. Petite anecdote, le casque de Xanto représente un caméléon, expliquant dès le tout début qu'il imite, entre guillemets, qui prend la place de quelqu'un d'autre. Celui-ci s'alliant à Ganondorf, il transforme tous les membres de son propre peuple en monstres des ombres assoiffés de sang, qu'il a désormais à son service. Grâce à Link, les habitants retrouveront leur véritable apparence. Il a été trouvé dans les fichiers du jeu que les habitants du royaume du crépuscule étaient censés avoir des lignes de dialogue. Parmi toutes celles retrouvées, on peut noter « Xanto contrôle nos terres désormais ». « Je n'ai jamais appelé Xanto le roi ». Ou encore « Voici le palais de la famille royale. Un traître comme Xanto ne peut pas y avoir accès. » Mais qui est ce peuple banni qui a réussi à s'approprier le monde des ombres? Qui sont ces sombres intrus, possédant une grande magie noire et qui ont tenté de dérober le pouvoir des déesses? Certains expliqueraient qu'il s'agisse des Gerudo, justifiant pourquoi elles sont absentes de cette histoire et pourquoi le miroir des ombres se trouve dans le désert. Mais pour beaucoup, les Twaili, comme on les appelle, sont les descendants des Sheikah. Et oui, voilà pourquoi ils ne seraient que très peu présents dans les jeux d'avant Twilight Princess, car ceux-ci se sont rebellés contre le royaume d'Hyrule, utilisant leur puissante magie noire, et qu'ils en ont par la suite subi les conséquences. Ceci expliquerait pourquoi le symbole des Sheikah représente un œil en pleurs, et pourquoi ce même symbole est présent sur le cristal d'ombre, artefact très puissant du peuple du crépuscule utilisé par Midona. Vous savez quoi? Il existe une preuve que les Sheikah ont trahi la famille royale d'Hyrule et que ceux-ci en ont payé le prix fort. Le temple de l'ombre de Zelda Ocarina of Time. Ici, on peut y voir la torture subie par le peuple des Sheikah dans ce que Sheik appelle la maison des morts. Guillotine, crochets, cordes, sang et murs faits d'ossements. Le temple de l'ombre, caché sous terre, est le témoin de véritables scènes de torture que la famille royale a exécutées sur le peuple des traîtres. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être bannis dans le monde des ombres ont été séquestrés et exécutés sous le cimetière de Cocorico. On entend encore, dans la musique du temple, les cris des âmes des Sheikah résidant encore en ces lieux. Ne pouvant obtenir le repos éternel dans ces conditions, beaucoup d'entre eux sont devenus des monstres, comme cette horreur présente dans le puits de Cocorico. Beaucoup d'entre eux sont très sûrement devenus les effrois. Monstres morts-vivants trouvables aussi dans The Legend of Zelda The Wind Waker. Ces ennemis paralysent Link d'un simple cri d'horreur. Finalement, dans le temple de l'ombre, le boss final du donjon est Bongo Bongo. Il serait, pour de nombreux théoriciens, l'ancien chef des Sheikah, possible concepteur du monocle de vérité, exécuté dans la dernière salle du temple. On voit très clairement que ses mains ont été coupées et que sa tête n'est plus du tout au bout de son cou. Dans son combat contre Link, il rejouerait le rythme de plus en plus rapide du roulement de tambour joué à l'heure de son exécution. Et si on se concentre, on peut entendre les cris d'agonie et de désespoir poussés par le mis à mort. L'ombre cache bien des choses que nous aimerions ne pas dévoiler. Ici, les peuples des ombres mettent en lumière un passé d'Hyrule bien sombre et regrettable. Laurence Tardieu a dit « C'est l'ombre qui donne à la lumière sa splendeur ». Pourtant, Zelda, en s'adressant à la princesse du crépuscule en personne, a préféré énoncer « La lumière et l'ombre sont les deux faces d'un même monde. Ils ne peuvent exister l'un sans l'autre. » L'ombre.
Oui, elle est là, juste à côté de moi. Je la sens. Il faut que je quitte cet endroit au plus vite. Pourtant, c'est impossible. Même dans le noir, je sens que quelque chose est juste devant moi. Je ne la vois pas, mais elle est pourtant si proche. Là, juste là, devant